Salam alaikum. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre dans ce webinaire qui a comme titre aujourd'hui, c'est l'IA au service des entreprises, automatisation et workflow intelligent. On va essayer de discuter sur différents principes, avoir une discussion riche entre nous, Inch'Allah. Mais avant d'approfondir plus dans le sujet, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Bourisha Ahmed Amin, je suis un ingénieur logiciel. Et je suis accompagné aujourd'hui avec mes collègues Ayoub Hader, un grand architecte. Donc, salam alaikum Ayoub. Salam alaikum. Ravi d'être là avec vous. Merci. Merci. Et on est aussi accompagné avec Bougari Tamega, qui est un ingénieur logiciel. Salam Tamega, qui dit le bikhair. Salam, j'espère que vous allez tous bien. Merci. Donc, on fait tous partie de Xerox Technologies. Et qui ne le connaît pas, c'est un cabinet de conseil d'ingénierie qui est spécialisé dans la transformation digitale et numérique. Il offre des solutions web, mobiles et data, ainsi que des services de DevOps, de cloud automatisation. Et on est aussi partenaire avec Google Cloud. On fait aussi partie d'une team d'exploration de l'IA au sein de Xerox et on essaie de tester et de produire des solutions AI afin d'être toujours updated avec cette veille technologique. On sait bien que l'IA a commencé à eu une évolution qui est incroyable. Donc, c'est bien d'avoir toujours cette veille technologique. Sinon, on peut déjà commencer par la présentation de notre plan qu'on va suivre dans cette présentation. On va parler d'automatisation entre rigidité et fluidité de l'IA. On va parler des principes, comment l'IA a pu affecter ce monde d'automatisation. Et par la suite, on va passer à des cas concrets. On va essayer d'expliquer et de concrétiser nos explications avec des process qu'on a pu les automatiser en interne et sont en cours d'utilisation. Et par la suite, on va partir vers un autre volet, vers un autre domaine qui est le service IT. Et on va aussi discuter comment l'IA a pu changer la façon de travail comme un développeur. Et on va finir par une session de questions-réponses. On va échanger et essayer de répondre à toutes vos questions. Pour poser des questions, on a déjà partagé avec vous un lien de questionnaire dans le chat Meet et vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment vous voulez. Donc, déjà pour commencer, notre premier axe, je vais commencer par une question pas une question qui est ouverte. Déjà, on peut dire c'est quoi l'impact ou bien l'influence de l'IA sur le monde d'automatisation, comment elle a pu impacter, est-ce qu'on a des avantages et aussi c'est quoi les inconvénients. Donc les amis, la question est ouverte, vous pouvez prendre la parole. Alors déjà, merci Ahmed. Et avant de pouvoir répondre à ta question, et même avant de parler d'intelligence artificielle et toutes les révolutions qui l'accompagnent, j'aimerais bien faire un pas en arrière pour rappeler comment nous travaillions déjà avant l'IA. Donc, quand je dis avant l'IA, c'est vraiment juste les derniers 3-4 ans, notamment avant que l'IA soit accessible au public. Et là, je cite le lancement de ChatGPT. Et d'ailleurs, j'espère bien que nous n'avons pas oublié cette période-là, avant l'IA. Voilà, donc avant l'IA, il y avait bien sûr la partie automatisation, ce qu'on appelle l'automatisation classique ou bien logique. Il s'agit de quoi? Il s'agit juste d'une suite d'instructions logiques de type si A se produit, alors on déclenche B, ainsi de suite. Et pour cette suite, donc, ce n'est pas vraiment exclusif à notre domaine de l'IT. On le retrouve partout, sur des chaînes de production pour le domaine de l'industrie ou bien pour d'autres secteurs ainsi. Donc, à cette période-là, donc déjà pour citer un exemple concret, on peut citer un exemple que nous connaissons tous ici au Maroc, c'est le paiement des factures, que ce soit des factures télécom ou bien des factures d'eau et d'électricité. Donc avant, ce qu'on faisait, c'est à chaque fois, il fallait aller se déplacer à son agence, bien sûr en ramenant sa facture, faire la queue, peut-être, je sais pas, peut-être avoir des formulaires à saisir, ainsi de suite.
Et quand c'est le tour, quand c'est notre tour pour passer, donc il faut payer et attendre un cachet ou bien un reçu de paiement. Et là, comme vous voyez, c'est une perte énorme de temps pour vous et aussi pour l'État. Quand je dis pour vous, parce que personnellement, je n'ai pas vécu cette période-là. بزاف المرات, si je me rappelle, donc je faisais ça à peu près 1 à 2 fois. Donc là, pour les factures, bien sûr, c'était mon père, ainsi de suite. Et aussi pour vous, donc je pense que les gens qui sont nés dans les années 80, 90, you can relate. Par contre, pour vous, les années 2000, donc vous êtes déjà chanceux de ne pas de rater Je cette pense, période. je pense que c'est quelque chose qui existe même aujourd'hui et pas que dans le paiement des factures. Généralement, dans l'administration, on se heurte souvent à ce genre de situation. On doit faire un déplacement physique pour franchement des choses qui ont peu de valeur ajoutée en quelque sorte. Donc, même ceux qui sont nés dans les années 2000, je crois que ça dépend des cas, mais il y a toujours des situations comme ça où il y a toujours la paperasserie administrative qui oblige les gens à se déplacer en personne pour aller faire des choses vraiment qui ne coûtaient rien du tout. Effectivement, mais là, aujourd'hui, on se trouve avec plusieurs méthodes, plusieurs approches, soit par exemple, pour se déplacer physiquement à l'agence, c'est rare qu'on le fait. C'est pas vraiment pour le paiement de ces types de factures que j'ai cités. Mais bien sûr, il y a toujours d'autres cas qui nécessitent la présence physique aussi. Et là, aujourd'hui, on peut payer directement sur notre application bancaire ou bien dans une agence de proximité. Et vraiment, c'est à 2 minutes. 2 minutes, dès que le paiement est validé, donc on reçoit une confirmation directe. On voit bien que notre facture est bien payée, ainsi de suite. Et là, cette mécanique-là, cette capacité à transformer un processus complexe en une suite d'actions automatiques, c'est qui a vraiment tout changé pour l'automatisation. Alors, donc déjà, pour parler de l'automatisation classique ou bien logique, on peut citer 3 volets principaux. On commence par le premier volet, c'est ce qu'on appelle le coût de l'inaction. Aujourd'hui, ne pas automatiser, ce n'est pas vraiment juste attendre, mais il y a un coût derrière. C'est comme une taxe, je peux dire quotidienne, qu'on le paye sans vraiment le rendre compte de cette taxe. Et pour ce coût d'inaction, donc on trouve déjà premièrement le gaspillage du capital humain, parce que sur n'importe quelle entreprise, recruter des agents, des collaborateurs, c'est vraiment pour l'objectif d'exploiter ou bien d'utiliser le collaborateur, vraiment utiliser leur savoir-faire, leur capacité à résoudre des problèmes, leur jugement, ainsi de suite. Par contre, on se retrouve avec, sans automatisation, on se retrouve avec une partie, je peux dire une partie importante de la journée de collaborateur où il est amené à faire des petites tâches répétitives qu'on peut vraiment l'automatiser et qu'on peut déléguer directement à la machine. Et chaque minute que le collaborateur, soit un cadre, soit un employé, le gaspille sur une tâche répétée, c'est vraiment, ces minutes-là, il n'a vraiment pas produit ou bien il n'a pas donné une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le risque opérationnel. Donc, bien sûr, sur le mode opératoire, on se retrouve avec des erreurs humaines, que ce soit un chiffre mal saisi ou bien des factures qui ne sont pas
bien générées ou bien envoyées au temps. Donc là, ces petites failles-là, c'est vraiment, ça peut casser ou bien pénaliser voilà, la relation entre le client et les partenaires, ainsi de suite. Contrairement, oui, Tamaga. Justement, si tu permets, Mhm. on peut voir le coût d'inaction dont tu parlais, un peu comme si l'anecdote qui dit que maintenir, par exemple, le silence face à une situation où on est amené à prendre une action, parfois ça peut coûter plus cher que d'agir. C'est-à-dire, là, on est face à une situation, on ne sait pas exactement, surtout dans tous les scénarios, parfois on manque de l'information précise pour savoir quelle décision prendre, quelle action entreprendre pour agir concrètement. Et donc, je pense que c'est un truc naturel chez presque tout le monde. On préfère souvent ne pas agir, attendre et ne rien faire. Et on dit que ce genre de situation où on préfère maintenir un silence, on reste indifférent, cela peut nous coûter plus cher que parfois de prendre la mauvaise, prendre une action qui ne soit pas la meilleure. Et donc, je le vois dans le même sens que le fait de ne pas automatiser les opérations, en tout cas à l'échelle d'une entreprise. Surtout quand on se projette sur le long terme, ça peut nous coûter plus cher que le coût d'investissement pour mettre en place des process plus automatisés. Exactement, oui. Et là, contrairement à la machine, bon, contrairement à l'humain, la machine, elle peut exécuter une tâche répétée avec vraiment une précision très supérieure et 24 heures sur 24 sans aucun problème. Donc le deuxième volet que je veux aborder, c'est vraiment la standardisation. Donc on sait très bien qu'on a des processus automatisés. Donc comment les standardiser quelques process? C'est vraiment juste la première fois, ce qu'on fait, c'est définir des règles bien définies pour des process que se répètent et ne pas ne pas dépendre des personnes parce que l'effet Kun, c'est quoi? C'est vraiment parfois on est très dépendant d'une personne, de la bonne foi de la personne ou bien de la disponibilité de la personne pour exécuter certaines tâches. Par contre, si la personne est absente, si je sais pas, d'un coup on a trop de travail, trop de workload, ça va pénaliser vraiment l'exécution des process de l'entreprise. Et du coup, standardiser certaines tâches répétées, certains process, ça va bénéficier énormément voilà, la gestion interne de l'entreprise. Je pense même, Ayoub, dans le même sens, c'est pas seulement on est en train de dépendre sur quelqu'un qui est responsable là, qui peut faire rédiger la mission, mais plutôt déjà seulement pour rédiger les tâches répétitives lorsqu'on va les automatiser, même si n'importe quelle personne peut les faire, on va toujours gagner avec le temps, on va bénéficier, avoir plusieurs avantages pour garder plus de temps et prioriser d'autres tâches qui sont plus complexes et qui dépendent de plus de créativité humaine. Oui. Exact. Déjà, euh, comme je viens de citer, il y a aussi la partie volumétrie parce que on est des humains, on est capable juste à exécuter certaines tâches avec une certaine qualité. Donc, c'est comme on a un quota des tâches à exécuter dans la journée. Par contre, la machine, elle peut exécuter énormément de tâches, que ce soit je peux dire 10 process à 100 process sans aucun problème. C'est juste question de temps d'exécution, ainsi de suite. D'ailleurs, déjà, la machine, il y a pas la notion de fatigue, il n'y a pas la notion de fin de journée, ainsi de suite. Donc, comme je dis, si la règle est bien définie, donc elle peut exécuter la règle avec vraiment la même manière et ça me falloir les briner. Donc, donc le troisième volet, ça impacte aussi les équipes parce que le rôle de l'automatisation,
que ce soit aujourd'hui ou avant, c'était jamais de remplacer l'être humain, mais vraiment c'est juste de repenser comment travailler ou bien quoi faire l'entreprise. Donc au lieu de faire des tâches que la machine peut la faire, il vaut mieux se concentrer sur d'autres tâches que la machine ne sait pas faire. Par exemple, toute la gestion de clients, les négociations, voilà, donc toute la partie humaine entre, entre entreprises, clients, prospects, ainsi de suite. Donc là, si on arrive à automatiser certaines tâches, donc là, on va consacrer plus de temps pour ce volet-là. Alors, pour résumer ces trois volets rapidement, donc, on a déjà commencé par l'élimination de la taxe de l'inaction, donc en supprimant les erreurs humaines et aussi le temps perdu. Donc, ce temps gagné, on peut l'exploiter sur d'autres tâches que la machine n'arrive pas à le faire, que nécessite bien sûr la touche humaine. Et enfin, on fait évoluer la mentalité aussi des équipes en interne pour ne pas être vraiment juste des exécuteurs, si on peut le dire, et vraiment pour leur donner avec l'esprit d'elle, comment l'entreprise voit sa stratégie et ainsi de suite, comment elles veulent évoluer la stratégie, comment ils peuvent aussi piloter ou bien participer au pilotage de l'entreprise. Et voilà, donc là, c'est pas Tamega, est-ce que tu peux... Je pense que Ayoub nous a un peu démontré surtout la nécessité d'automatiser les process au sein de l'entreprise et tout. Et parmi les avantages, il n'y a pas que la libération des ressources humaines qui peuvent se concentrer sur d'autres choses à plus forte valeur ajoutée. Il y a aussi la précision parce qu'il faut reconnaître que les process ou les machines, de manière générale, sont plus précises que les humains et sans oublier la rapidité dans l'exécution des tâches et tout. Donc, tout cela montre en gros l'avantage et vraiment les apports positifs de l'automatisation de manière générale. Ce que je peux ajouter de plus peut-être, c'est, bon, je vais essayer de porter un peu le focus sur l'automatisation à l'ère de l'IA agentique parce que, voilà, nous sommes tous conscients de tout ce qui arrive ces dernières années. Je dirais, nous assistons à un changement de paradigme, non pas uniquement dans les outils qu'on utilise au quotidien, mais surtout carrément dans notre façon de concevoir des solutions. Et donc, vu qu'on parle d'automatisation, est-ce que ce volet si crucial a été impacté aussi avec l'apport de l'IA ou pas? Mais avant d'entrer en profondeur sur ça, je pense que il est important qu'on fasse un petit pas en arrière pour zoomer un peu sur quelques défis ou limitations de l'automatisation au sens classique. Parce que, comme Ayoub le disait tout à l'heure, on se base sur soit des règles fixes, figées, ou bien des process qui sont prédéfinis. Généralement, on est dans un environnement qui est plus ou moins maîtrisé. Ça veut dire que on connaît à l'avance ce qui va se produire, les différentes étapes et tout. Par contre, dans le monde réel, on a parfois des situations imprévues, des choses que nous n'avons pas vraiment une connaissance préalable. Et dans ce genre de scénario, si on dépend des systèmes classiques d'automatisation, on va se heurter à pas mal de problèmes. Donc, le premier défi, c'est la gestion de l'imprévu. En cas de situation imprévue, le système va casser, on ne pourra pas continuer. Et donc, on se retrouve facilement à devoir définir la roue pour chaque nouveau cas. Et c'est quelque chose qui peut être pénible. Ça veut dire que si vous concevez une solution qui est basée sur des règles fixes et tout, le jour où vous aurez un scénario nouveau, vous devez redéfinir
une règle qui s'adapte à votre scénario. Et c'est franchement quelque chose qui n'est pas très pratique. Je prends l'exemple, par exemple, des voitures. Les voitures, je pense qu'au début, on avait des voitures manuelles, il fallait régler la vitesse, la direction et pas mal de choses. Et après, on a eu des voitures qui sont un peu équipées, qui peuvent se conduire automatiquement. Donc, on peut dire qu'il y a une couche d'automatisation qui a été ajoutée. Et le problème avec ce niveau d'automatisation, c'est que la voiture, quand bien même qu'elle est autonome, elle fonctionne sur la base de principes préétablis. Et donc, si, par exemple, on configure que s'il y a une voiture qui se trouve à une distance, je dis n'importe quoi, 100 mètres par devant, il faut ralentir ou bien s'arrêter. Le jour où il se peut qu'une situation nouvelle se produise et dans laquelle il y a nécessité que la voiture s'arrête ou freine. Mais vu que cette situation nouvelle n'a pas été implémentée ou n'a pas été prise en considération au préalable, la voiture va fonctionner normalement selon ce qui a été prédéfini. Et donc là, ça pose un problème. Mais heureusement pour nous, avec l'IA agentique et tout, on a un gain ou on a quelque chose qui, franchement, nous est très, très utile. C'est la capacité de l'IA de manière générale à non pas simplement lire, mais il y a la lecture des données, il y a l'analyse, je dirais la compréhension sémantique des choses et carrément le raisonnement. Donc, tous ces éléments, quand on les additionne, ça nous permet de ne pas nous préoccuper de qu'est-ce qui va se produire. Parce que l'IA va pouvoir analyser automatiquement les informations en temps réel qui peuvent être tout et n'importe quoi et va analyser et déterminer quelle est l'action appropriée à entreprendre face à cette situation, face au nouveau contexte et tout. Et donc, en parlant justement de l'exemple que Ayoub a mentionné tout à l'heure, je dirais, je crois, la gestion des factures et tout, on peut imaginer qu'auparavant, il fallait, on a un process, par exemple, quand on reçoit une commande, une fois la commande est validée, on doit automatiquement envoyer un email de validation, mettre à jour le stock et tout ceci. On peut aussi penser que dans le même process, une fois que le client procède au paiement, par exemple, on doit éditer une facture et envoyer un email. Et donc, des process comme ça, quand ils sont automatisés, surtout avec des outils, ERP et d'autres, on a pas mal d'outils qui permettent d'automatiser ce genre de choses. Mais quand on passe à des situations où, si jamais le format change des données, on ne sait pas trop quoi faire. Et donc, avec l'IA, l'apport qu'on a, c'est que elle va nous assister non seulement à essayer de comprendre les données. Quand on reçoit un email pour passer une commande, l'IA peut interpréter, extraire des données clés et faire appel au système automatique avec les bons paramètres, les bonnes données pour pouvoir soit mettre à jour le stock, faire des choses et en même temps, créer, par exemple, une première version d'un email qui doit être envoyé et tout. Et donc, en quelques mots, l'avantage principal, c'est vraiment la couche intelligente qui permet d'analyser, de comprendre. Et donc, on va garder l'automatisation telle qu'elle est, avec tous les gains qu'elle nous offre et tout, mais on va juste ajouter une couche intelligente pour pouvoir analyser et interpréter les données. Et donc, si je reviens sur l'exemple de la voiture autonome, on s'est dit qu'auparavant, on avait un problème comme quoi la voiture est configurée avec des règles pour dire qu'elle doit s'arrêter ou ralentir si jamais elle est à proximité d'une voiture par devant. Mais maintenant, si on ajoute une couche intelligente au-dessus de cette automatisation, en l'occurrence avec l'IA, la voiture pourra analyser automatiquement plusieurs facteurs qui peuvent être des facteurs météorologiques, qui peuvent être soit le comportement des autres conducteurs, que ce soit latéralement ou bien sur la même allée, ou bien même
l'état de route. Donc, en fonction de tous ces paramètres-là que nous ne pouvons pas vraiment savoir à l'avance, la voiture peut prendre la bonne décision, qui peut être soit de freiner, soit de faire je sais pas quoi. Ou bien, imaginons que on est sur la route et que il y a, je sais pas, un animal et un humain. Et on est face à une situation d'accident inévitable. Et qui il faut heurter? C'est une question qui se discute très souvent quand on parle de l'éthique et pas mal de choses, mais c'est dans ce genre de situation, s'il n'y a pas une intelligence derrière, la voiture peut écraser n'importe quoi. Ça peut écraser soit l'humain, soit l'animal. Et je pense que, en tout cas pour moi personnellement, en tant qu'humain, je crois que le moins coûteux, c'est de sauver la vie de l'humain, quitte à écraser le pauvre animal. Je ne sais pas qui va préférer sauver un animal pour écraser un humain. Bon, c'est juste pour montrer que la couche intelligente, je trouve qu'elle est carrément nécessaire pour pouvoir casser la barrière de rigidité avec l'automatisation, les systèmes classiques qui font l'automatisation des process. Et chez nous, en interne, on a automatisé pas mal d'activités, business et tout. Et l'exemple qui me vient en tête là, c'est la présélection des candidatures pour un poste quelconque à pourvoir. On sait tous que quand on entend parler quand on a un poste à pourvoir, un seul poste à pourvoir, on peut se retrouver avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de candidatures. Et examiner toutes ces candidatures pour déterminer le meilleur profil adéquat au poste, ce n'est rien de dire que c'est très chronophage. C'est très chronophage, c'est pénible et ça occupe les ressources humaines pour des choses, franchement, ils seront obligés de délaisser d'autres choses pour pouvoir se concentrer sur la seule présélection des choses. Et donc, on a des systèmes, je pense, actuellement qui sont utilisés pour le recrutement et tout. Mais ça reste toujours des systèmes qui se basent sur toujours des règles. On va essayer de voir un filtre ou une recherche sur des mots-clés, ainsi de suite. C'est avantageux, mais quand même, c'est facilement piégeable. Il suffit juste de mettre des mots-clés spécifiques dans le CV pour piéger le système et tout. Et donc, ce qu'on a fait, nous, en interne, ce n'est pas de remplacer tout le process de recrutement, non. C'est juste ajouter une première étape de présélection des candidatures les mieux adaptées selon le profil. Et par la suite, les responsables vont pouvoir prendre le relais pour pouvoir examiner de près chaque candidature. Et donc, imaginez que vous avez 1000 candidatures reçues pour un poste. Avec l'automatisation intelligente qu'on a mise en place, on peut se retrouver facilement avec une centaine, ce qui est relativement très, très bien. Donc, ça nous permet de gagner du temps et surtout, la plus grande valeur ajoutée pour moi, ça reste la recommandation, parce que le système intelligent, justement, va nous faire une recommandation des meilleurs profils. Et donc, pour ce faire, il y a une partie d'automatisation classique qui peut consister, par exemple, à récupérer les candidatures par email ou autre chose, à faire des déplacements par-ci, par-là, à récupérer des infos et tout. Et la couche intelligente qui s'ajoute va permettre d'analyser les informations de chaque candidat et analyser en profondeur pour comprendre. On va aller au-delà des mots-clés. Je vous donne un exemple. Un candidat, il peut mentionner dans son CV comme quoi il a des compétences dans tel ou tel domaine, spécifier des technologies et tout. Mais l'expérience peut révéler autre chose. Et si on ne fait pas vraiment une analyse approfondie et sémantique des choses, on va se baser sur la présence des technologies ou de compétences dans le CV pour déterminer que le candidat est bien positionné ou pas. Mais avec l'IA, on va analyser tout le parcours,
Euh, on peut évaluer, par exemple, la technicité du candidat, les langues maîtrisées, les compétences, les soft skills, pas mal de choses. Et donc, l'IA sera capable de voir est-ce qu'il y a une incohérence entre le parcours du candidat et les compétences ou les outils qui sont spécifiés. Et donc, une fois que l'analyse est faite, l'IA va pouvoir faire des recommandations. Déjà, on peut, selon le besoin, avoir un système qui puisse permettre aux décideurs de pouvoir filtrer. Donc, pour chaque candidature, on va attribuer un score calculé de manière intelligente sur différents volets, sur différentes compétences. Et après tout cela, il peut y avoir une recommandation. Il se peut qu'un candidat n'ait pas un score élevé par rapport à un domaine spécifique, mais peut disposer d'une compétence qui peut faire toute la différence. Et ce genre de petits détails, je pense que c'est ce qui permet aux décideurs de prendre la bonne décision parce que il y a un dicton qui dit que pour pouvoir prendre la bonne décision, il faut disposer de la bonne information. Et disposer de la bonne information, ce n'est pas de disposer de la bonne donnée. Il faut distinguer entre la donnée et l'information. Et justement, l'IA nous permet, quand c'est maîtrisé et utilisé à bon escient, on peut avoir la bonne information au bon moment et avec le moindre effort, ce qui est tout un gain pour les entreprises. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et si on veut savoir euh, en profondeur comment ça marche derrière, comment on interconnecte les différentes parties prenantes qui concourent dans un process, il y a toute une autre notion de dire cela. Mais je ne sais pas, est-ce que quelqu'un parmi les collègues, vous avez d'autres exemples à partager? Oui, merci Tamega pour cet exemple. C'était très bien expliqué. Elle a pu très concrétiser cette explication. Donc, je voulais aussi préciser dans le même exemple, comme Tamega a déjà dit, et si on ne parle pas d'une sélection qui est une sélection finale, mais plutôt c'est dans le même but, c'est d'optimiser le temps pour l'humain ou bien pour le recruteur à la place d'avoir des milliers de CV qu'il doit le faire manuellement, il peut avoir des centaines ou bien des dizaines, et comme ça, il peut lui aussi faire cette validation. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut ajouter un autre exemple des process qu'on a pu automatiser? Je pense juste un petit commentaire avant de passer à d'autres exemples. Là, je trouve que l'exemple cité par Tanega, il est très bien. Déjà, la partie recrutement, c'est pas vraiment lié à des entreprises ou bien à des domaines. C'est vraiment, on trouve toute entreprise qui a un besoin de recrutement dans un certain temps, que ce soit d'une grande taille, petite taille, ainsi de suite. Et aussi cette partie de recrutement, je pense que c'est pas vraiment, c'est pas régulière. Donc, dès qu'on a un besoin, donc on fait une demande de recrutement, voilà exactement. Et à chaque demande, on reçoit comme Tamega dit, des milliers de CV. Et comme vous le savez, donc les CV, c'est chacun il a son format. On peut écrire n'importe quoi sur le CV, ainsi de suite. Et du coup, si soit on fait tout ça d'une manière manuelle, donc vraiment on ne peut pas le faire, mais pour l'automatisation sans l'IA, c'est vraiment, c'est juste je peux dire des analyses statiques sur le CV et non pas une analyse sémantique de tout le CV avec toutes les expériences analysées, ainsi de suite. Donc là, je te remercie, Tamega. Et dans cette même optique des cas concrets qu'on a implémentés ici à Xelops, on se trouve avec la gestion des appels d'offres. Donc, pour cette gestion d'appels d'offres, donc on peut la décortiquer en deux phases. Donc, on a premièrement la recherche des appels d'offres. On doit tout d'abord rechercher des appels d'offres sur les différentes plateformes pour les recherches, ou bien des solutions payantes, ainsi de suite. Et même avec ça,
on se retrouve avec, par exemple, pour une recherche avec mots-clés ou autres. Donc, les mots, par exemple, si, si on tire un exemple, par exemple, un mot-clé système ou bien informatique, ça peut vraiment englober plusieurs domaines qui même ne ما عندهم حتى علاقة avec notre secteur ou bien notre domaine d'activité. Donc, ça peut être un système, mais juste l'acquisition du matériel informatique, par exemple, ainsi de suite. Donc, la recherche par critères, d'une manière assez rigide, ne va jamais, je peux dire, ne va jamais être à la hauteur pour la recherche des appels d'offres pertinents. Le deuxième volet, c'est, OK, on a retrouvé des appels d'offres, on veut commencer la partie réponse, on veut répondre à ces appels d'offres. Donc vraiment, il y a beaucoup de livrables, beaucoup de paperasse à préparer. Donc, que ce soit les actes d'engagement, les fiches de cautionnement, parfois même les CV. On revient à la partie CV. Donc, sur certains appels d'offres, on se retrouve avec des formats qui sont liés à l'appel d'offres. Donc, il exige des formats de CV et on ne peut pas à chaque fois modifier tout ça d'une manière manuelle parce que c'est très chronophage. Et pour ces deux problèmes-là, donc pour la partie analyse, donc ce qu'on a fait, c'est grâce à l'IA, grâce à l'Agentic AI. Donc l'agent, il peut déjà, en lui donnant que ce soit l'objet de l'appel d'offres, si l'appel d'offres est à l'outil ou pas, on peut donner aussi le détail des lots, ainsi de suite. Et il arrive avec un raisonnement, bien sûr, il arrive à bien nous dire est-ce que cet appel d'offres est pertinent ou pas pour l'entreprise. Parce que, bon, avec ces données qui sont liées à l'appel d'offres, il reçoit aussi comme input les données liées à l'entreprise. Donc, que ce soit les domaines d'activité, est-ce qu'on a des règles internes ou pas, peut-être je veux filtrer des appels d'offres qui n'ont pas un coût trop intéressant pour moi, ainsi de suite. Donc pour cela, donc avec l'agent IA, il peut déjà faire à notre place indiquer la première recherche préliminaire, et avec la recherche, avec les mots-clés, ainsi de suite, il peut, avec les données de chaque appel d'offres, il peut dire est-ce que cet appel d'offres est pertinent pour notre cas d'usage ou pas. Et déjà, juste cette approche-là, ça vraiment réduit le travail. Donc, par exemple, si on a des appels d'offres actifs, 300 appels d'offres actifs, on se limite à une vingtaine et une trentaine d'appels d'offres. Sinon, Ayoub, si tu me permets, j'ai une fois eu l'occasion de voir quelques solutions de gestion d'appels d'offres de manière générale. Elles permettent à partir de faire de recherche. Je ne sais pas derrière comment ça marche, mais toutes ces solutions-là, la problématique, c'est qu'elles ne sont pas adaptées au contexte marocain en général. C'est des solutions soit européennes, ça veut dire que la recherche ne se fait pas sur une base de données marocaine, mais plutôt européenne. Et donc, est-ce que avec l'IA, on arrive à cibler une base de données, ne pas sortir du contexte marocain ou pas? En fait, donc effectivement, la majorité des solutions se basent sur des appels d'offres qui sont, que ce soit européens ou bien internationaux. Mais on a déjà retrouvé des solutions qui sont adaptées au marché marocain. Mais même avec ça, comme je t'ai dit, comme je vous ai dit, donc il y a la partie recherche par mot qui n'est pas trop à la hauteur. Et aussi, sur certains appels d'offres,
il saisit leur domaine d'activité. Et parfois, même si l'appel d'offres elle est bien précise, par exemple une refonte d'une application, ainsi de suite, le rédacteur de l'appel d'offres, il peut choisir n'importe quel domaine d'activité. Donc vraiment, c'est ça le problème. Donc il n'y a pas vraiment information bien spécifique, bien standardisée pour les appels d'offres marocains. Donc là, c'est le problème majeur. Oui. Améga, tu voulais, pardon, Ahmed, je pense que le micro est coupé. Euh, C'est toujours coupé. En tout cas, pour moi, ça Ça reste marche. un très bel exemple pour montrer que si jamais on essayait, par exemple, d'automatiser ce process de recherche et puis rédaction d'une première version de la réponse à l'appel d'offres, comme l'a dit Ayoub, le fait qu'on n'ait pas un template fixe, automatiquement, notre système ne pourra pas, ça va se heurter à ses limites. Donc, on sera obligé pour chaque demandeur essayer d'adapter la solution pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques du demandeur, ce qui est, franchement, ce n'est pas pratique du tout. Donc, d'où la nécessité de passer par quelque chose qui puisse s'adapter dynamiquement au contexte, quelle que soit la variabilité des templates, des demandeurs et tout. Oui. Je ne sais pas ce que vous pouvez m'entendre actuellement. Oui, Oui. maintenant c'est Je pense que c'était la même question. C'était une question de dynamique. Est-ce que, comme tu as dit, on donne comme un input les informations de l'entreprise qui va participer dans l'appel d'offres. Donc, dans le cas où on peut, par exemple, changer quelques informations de l'entreprise, ou bien, par exemple, changer le domaine, ajouter un nouveau domaine qui peut l'assurer aussi en accompagnant, est-ce que ça va être facile à faire ce changement-là, ou bien c'est difficile à l'ajouter, ou bien à s'adapter à ce changement? Alors, donc vraiment le workflow déjà mis en œuvre, c'est un workflow qui est paramétrable. Donc, on a déjà, par exemple, la liste des keywords sur lesquels on fait les recherches. Il y a aussi les informations de l'entreprise, il y a aussi les domaines d'activité de l'entreprise. Il y a aussi un critère je peux dire, de filtrage de la part de l'agent IA avec certaines règles. Est-ce que est-ce que je garde uniquement ceux qui sont pertinents? Est-ce que je garde uniquement ceux avec un certain prix, ainsi de suite? Et donc là, tout est configurable, c'est du pré-processing avant vraiment entamer la recherche des appels d'offres. Et du coup, par exemple, pour utiliser ce workflow sur d'autres domaines, d'autres entreprises, je pense qu'il faut juste une petite partie d'adaptation et là, ça va être ready. D'accord. Oui. Donc, merci les amis pour ces exemples et pour cette concrétisation. Déjà, il ne reste pas beaucoup de temps. On va passer rapidement à notre troisième axe. C'est notre domaine. On va parler de l'automatisation au sein du domaine IT et bien sûr qui va être augmenté par l'IA. Donc, avant de commencer même de donner un exemple qui va être concret, je voulais bien préciser ou mentionner deux acteurs qui vont être les piliers principaux de cette automatisation. Et commençons par l'agent qui a été déjà cité par Tamega et You. L'agent, c'est lui le cerveau, c'est l'acteur qui va nous exécuter des missions de bout en bout. Et le deuxième acteur, c'est le MCP, le Model Context Protocol. C'est lui qui va nous donner cette connectivité entre les différentes composants, bien les outils externes dans notre système. Et comme ça, on peut compléter une automatisation complète. Donc, déjà pour l'agent, on peut parler d'une petite évolution qui a été. On a commencé par des chatbots qui ont été classiques, qui suivent toujours des rigides. Et on parle ici plus ou moins d'une automatisation il est rigide. Et on a passé par la suite à des assistants AI qui sont basés sur des LLM. Et je pense on peut tous se souvenir de ChatGPT. C'est où on a commencé cette évolution-là. Et on a déjà senti avec la compréhension et ni dans la réponse, ni comment il peut recevoir la question. Et on a passé par la suite
vers une nouvelle ère, ce qui est les agents. On parle plus de questions-réponses, mais plutôt on parle des missions qui peuvent être exécutées, des missions d'écriture, par exemple, de code, ou bien des liaisons avec d'autres composants. Et sinon, pour bénéficier le maximum de cet acteur-là qui est l'agent, on parle d'un point qui est très important, c'est le contexte. Ça veut dire comment on peut communiquer avec cet agent et comment on peut livrer notre contexte à cet agent et ce qui est connu actuellement par le prompting. Donc, déjà en Xelops, on a commencé à tester très tôt cette partie des agents. On a testé différents agents comme Cursor, Copilot, Grok, même et assistant de JetBrains. Et on a remarqué que si on peut donner un prompting qui est bien détaillé, séquentiel, simple à comprendre, on peut avoir sûrement des résultats qui vont être concrets. Même autre bonne pratique, on peut utiliser aussi des fichiers d'instruction qu'on va les insérer dans notre socle. Et comme ça, on va minimiser notre partie de contexte. On ne va pas donner toujours tout le contexte ou bien répéter le même prompting, mais sinon, il va être exécuté ou bien l'agent va lire ce fichier d'instruction dans chaque prompting. Je pense, Amine, Oui, à part des tests uniquement, ce qu'on a fait, c'est carrément conduit des benchmarks ou des études pratiques sur une très longue durée pour voir vraiment les capacités de l'IA au travers des différents outils, qu'il s'agisse de curseurs, comme il a dit, ou Copilot ou autre chose. Et l'objectif, justement, c'était de pouvoir voir concrètement qu'est-ce que l'IA peut faire et surtout les bonnes pratiques et à travers différentes phases du cycle de ce qu'on peut appeler le IT delivery. Depuis, je peux même dire la phase d'appel d'offres, la rédaction d'une réponse à l'appel d'offres, la conception, toute la partie fonctionnelle, le développement jusqu'à la livraison du produit final. Et cette étude nous a permis non seulement de savoir les capacités de chaque modèle, mais aussi d'avoir cette expertise par rapport à l'utilisation, par rapport à la manipulation, le savoir-faire, par rapport à l'utilisation de l'IA. Parce que pour savoir comment s'y prendre avec une technologie, il faut parfois mettre les mains dans la pâte pour voir les limitations, les possibilités offertes par la technologie. Et ça nous aide à développer carrément de nouvelles compétences par rapport à comment je vais utiliser l'outil, dans quel contexte. Et le prompting dont parlait Amine, je pense que ça reste un exemple de comment exploiter de manière plus efficace pour avoir des meilleurs résultats avec l'IA. oui, exactement. Oui. Et c'était ça le but de cette exploration et de cette partie de testing qu'on a pu la faire. Sinon, si vous avez remarqué, on part toujours ici d'un contexte qu'on doit le passer. C'est du prompting ou bien d'un contexte qu'on va faire du copier-coller ou bien on doit écrire tout le script. Et donc, on parle pas encore d'une automatisation qui est complète. Et pour l'avoir, c'est que on va passer vers le deuxième acteur, c'est le MCP. Donc, le MCP, c'est lui qui va nous donner la possibilité d'avoir une connectivité complète avec tous les outils. Et on va avoir notre éditeur de code, VS Code, bien Cursor, comme un orchestrateur à partir de nos agents. Cet orchestrateur va avoir la possibilité de se connecter aux différents outils qu'on utilise, par exemple des outils de gestion de projets techniques comme tout ce qui dépend de Git, même de gestion de projets fonctionnels comme Jira ou bien Trello. Et comme ça, on peut automatiser le workflow d'un développeur de bout en bout. Ça veut dire, on peut même donner un petit exemple. Si on a une erreur qui va être déclenchée, dans le cas normal, même avec les agents, on doit toujours ajouter la partie manuelle. C'est par exemple, c'est de partir vers le ticket, prendre la description, on doit le lire, la comprendre. Et ensuite, on va partir pour la même chose pour les logs, pour les comprendre et savoir le problème. Et on va commencer à faire la solution et faire le test. Donc, avec l'agent, avec le MCP, on peut faire tout cela à partir de notre éditeur, à partir de l'agent. On peut se connecter à tous ces outils-là seulement par des simples promptings qui vont être vraiment très minimisés, puisqu'on a déjà cet accès direct. Et comme ça, on va gagner bien sûr sur la partie du temps et aussi dans l'effort de création de prompting.
Donc, c'était ça un exemple d'un workflow pour un développeur, par exemple. Et je dis ici, en conclusion, c'est de rassembler ces deux piliers, les agents et les MCP. On peut avoir plus ou moins une automatisation qui est complète. Et bien sûr, on ne va pas oublier le tâche humain, c'est faire la fin, c'est pour faire toujours cette validation. Alors, déjà, je ne sais pas, les amis, est-ce que vous avez d'intervention dans cette partie-là? Sinon, je pense qu'on peut passer vers la partie des questions. On a déjà partagé vous le lien. Je ne sais pas quelle question vous voulez poser, mais déjà, on va commencer par Adul Kenya actuellement. Donc, déjà, la première Je ne sais question. pas. Vas-y, Ami. Oui, tu peux prendre la parole. Je ne sais pas si il y a un point qui me vient en tête que je voudrais adresser à Ayoub. On a parlé de l'automatisation, la nécessité d'automatiser et tout, mais la question qui tourne dans ma tête, c'est le premier réflexe. Est-ce que en tant qu'entreprise, je dois penser à vouloir automatiser tout ce que j'ai comme opération, comme process, ou bien il y a quelque chose à faire avant de penser à l'automatisation. Alors justement, donc là, bien sûr, l'automatisation, ce n'est pas notre premier recours. Je me rappelle d'un idiome en anglais. Il dit solve it first, then code it. Et là, c'est la même chose. Solve it first, then automate it. Parce que si on automatise quelque chose qui est déjà broken, pardon, c'est vraiment juste ça va juste soit augmenter le bénéfice, ou bien soit c'est l'inverse. Je ne Je sais pas pense comment le dire. il y a un proverbe ou une citation de Bill Gates qui rejoint la même idée. Il dit que la première opération dans une entreprise, en fait, quand on automatise un process qui est efficace, on va obtenir quelque chose de plus efficace en sortie. Et quand on automatise quelque chose d'inefficace, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus inefficace encore. Exactement ça. Ouais. Donc Bill Gates, il a tout résumé. Mais franchement, l'automatisation, c'est pas vraiment le premier recours. Il faut le faire. Il faut déjà faire voilà, ce qu'on a, les tâches qu'on a sous la main, et voir est-ce que c'est répétitif, est-ce que ça peut être délégué entièrement à la machine ou bien partiellement, parce qu'on peut avoir des workflows à la euh, une partie consacrée à la machine et une partie de validation, par exemple, qui reste toujours humaine. Je pense dans le même sens que Kandouali d'abord, on a une question sur la partie sécurité. Qu'est-ce qu'on délègue déjà à l'IA? Et je pense que c'était une question à la sécurité, parce que je pense d'abord le point le plus fort à propos de l'IA, c'est la sécurité, c'est les vulnérabilités liées au load balancer. Donc déjà, lorsqu'on parle des MCP, ou bien en général d'une connectivité d'un agent AI ou bien d'un MCP avec un outil interne, soi-disant même des outils qui contiennent des données qui sont sensibles, comment on peut gérer avec la partie de la sécurité et ne pas avoir des modifications qui sont non désirées dans l'environnement. Donc, c'est pas, je peux répondre. Donc, comme Ayoub a déjà dit, la validation humaine est toujours là. Déjà, la partie des MCP, c'est en contraire. Elle va nous aider à bien maîtriser la partie des données qu'on peut donner accès, puisque on travaille toujours avec la partie des function calling, ce qui va nous donner la possibilité de faire des indexations sur les parties qu'on va livrer. Même pour notre code, c'est pas obligatoirement qu'on doit ouvrir tous nos projets directement dans l'éditeur où l'agent va avoir un aperçu global, mais plutôt on peut travailler toujours par cette indexation. On va délivrer ou bien on va livrer plutôt seulement les fichiers qu'on veut
Et le même principe va s'appliquer sur toutes les autres parties, que ce soit de base de données, que ce soit autres outils personnels ou bien des outils de déploiement. Donc, on peut toujours décider qu'est-ce qu'on va donner et ça a toujours une validation responsable humaine. Là, Ami, je crois que ça couvre une partie de la partie sécurité parce que, comme on vient de voir avec le MCP, c'est vraiment d'établir une connexion entre notre agent et un autre outil tiers. Donc, en donnant un exemple, par exemple, de Gmail, par exemple, notre boîte mail. Donc, si vraiment notre agent il a accès à notre boîte mail, ça veut dire que une fois le MCP est établi, il sait vraiment toutes les fonctionnalités qui offre, par exemple, Gmail, que ce soit l'envoi de mail, l'envoi de messages, la lecture de la boîte de réception tout entière, ainsi de suite. Donc là, c'est pas vraiment juste ce qu'on a sur notre machine physique, mais vraiment, c'est ce que l'outil offre. Ou là, avec l'outil, qu'est-ce qu'il offre comme fonctionnalité. Et là, ça peut causer vraiment un problème de sécurité. Mais comme tu dis, si on veille à chaque fois à vérifier ce que l'agent fait et ne fait pas, et par exemple, je reviens sur la partie locale, si par exemple, on peut donner un sandbox à notre agent IA pour ne pas, je sais pas, pour ne pas faire des appels pour envoi de mails, ainsi de suite. Si on fait un sandbox, on peut déjà limiter ce qu'il peut faire sur notre machine locale et on peut même monitorer et aussi filtrer ce qu'il peut faire à travers les MCP connectés avec les outils tiers. Moi, ce que je retiens de vos deux éléments de réponse qui sont très pertinents, c'est que c'est vrai, on pense à utiliser l'IA, on ajoute l'IA dans ce qui existe traditionnellement et tout, mais il y a toujours la possibilité, quand bien même qu'il y a des failles de sécurité, des pistes qui peuvent euh, facilement être exploitées pour des mauvaises intentions, il y a toujours la possibilité d'entreprendre des actions coercitives pour limiter des mauvaises utilisations de l'IA, si je comprends bien. Parce que l'action qu'on vient entreprendre dépend justement du use case, de la situation, de ce dont il est question. Mais dans tous les cas, il y a la possibilité de limiter, de cadrer. Il y a que ce soit par une validation humaine, par exemple, du code généré, si on est dans le cadre de la génération de code, ou bien carrément limiter les accès, si c'est le cas des MCP, aux ressources auxquelles l'agent va pouvoir utiliser pour faire des actions. Donc, en gros, on a la possibilité de limiter voilà, l'usage ou carrément le cadrer pour éviter des scénarios non désirés. Ok, merci les amis pour l'explication. Je pense qu'on a un peu dépassé l'heure, mais je pense déjà Mabdina Shmartad. Donc, on peut ajouter une seule question, je pense, et on conclut. Donc, la question, je pense, c'est à propos du coût de mise en place des licences des LLM et le temps aussi de configuration des MCP. Donc, c'est en général le coût des licences d'utilisation des différents agents au sein de l'entreprise. Bon. Déjà, un point que je peux. L'information, déjà, il est déjà. Ça va bien, et on peut partir vers n'importe quel LLM ou bien n'importe quelle entreprise et on va voir un plan qui va nous décrire en détail le pricing de chaque pack, entreprise ou bien pro. Mais sinon, ce que je voulais ajouter, c'est déjà, avant de parler sur un investissement financier, on parle déjà ici d'un investissement plus ou moins humain. C'est avec le work qu'on va faire pour s'entraîner et pour s'adapter à l'utilisation de ces outils-là.
c'est pas facile. Même une fois on va les avoir, on peut les utiliser, on peut bénéficier de ces outils à 100%. Donc, le plus important, c'est la période d'adaptation, qu'on peut s'adapter et on peut se bénéficier, comme j'ai dit au début, de maximum des avantages les outils AI. Je ne sais pas, les amis, est-ce que vous avez d'autres points à ajouter ou bien d'intervenir? Sinon, je pense que c'est déjà le temps. Donc, je vous remercie tous pour la présence. Merci beaucoup. J'espère bien que les explications ont été simples et faciles à la compréhension. On a essayé de ne pas être trop technique pour que tout puisse Merci. comprendre. Et voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.